sommes donc très ravis de constater qu'au cours de ces éditions, le nombre d'inscrits à ces webinaires n'a cessé d'augmenter. Nous avions plus que doublé le nombre des inscrits depuis la première édition. On en était à 160 inscrits à la première édition. Aujourd'hui, on est à 400. C'est pour cela que je tiens à vous remercier vivement pour votre fidélité, intérêt et engagement individuel à notre cause commune. Notre souhait est de rendre ces webinaires le plus participatifs et inclusifs que possible, tant dans leur préparation que dans leur animation. À cet effet, vous avez la possibilité de nous proposer des thèmes sur lesquels vous aimeriez débattre et nous nous ferons le plaisir de vous appuyer à l'organiser si le thème est retenu. Pour rappel, le thème du précédent webinaire, le 5e, avait porté sur la prise de décision basée sur les résultats d'évaluation en contexte de compétition et d'instabilité politique. Et ce thème avait été proposé par l'ancien ministre Victor Borges, ancien ministre de l'Éducation et de la valorisation des ressources humaines, et ministre des Affaires étrangères, coopération et communauté du Cap-Vert, et qui a été membre du panel qui avait animé ce 5e webinaire. Aujourd'hui, le thème qui nous regroupe, qui porte sur l'utilisation des Big Data dans l'évaluation des politiques publiques, quelles innovations et opportunités pour les pays francophones d'Afrique, a été proposé par le Dr Michel Ouedraogo, qui siège au sein du panel et que vous aurez l'opportunité d'écouter. Donc, pour toute proposition du thème, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse doudou.ndiaye@cesag.edu.sn. Cette adresse vous sera communiquée dans le message, dans le mailbox. Le débat sur le rôle des Big Data dans le domaine des politiques de développement n'est pas nouveau. Déjà en 2009, si vous vous rappelez, le secrétariat général des Nations Unies avait lancé l'initiative UN Global Pulse qui vise à créer un monde dans lequel les innovations digitales sont mises au service des peuples et aident à faire avancer les objectifs de développement durable et de protection de la planète. En 2012, le Global Pulse avait publié à cet effet un rapport novateur sur le thème Big Data for Development, Opportunities and Challenges. C'est un rapport qui est disponible sur le site, sur le web, et que vous pouviez avoir accès facilement. De ces questionnements sur la relation entre les Big Data et le développement, on va progressivement s'intéresser à la question du rôle des Big Data dans l'évaluation. Et en 2013, en préparation à la 3e conférence du NEC, de National Evaluation Capacity, le PNUD avait élaboré un papier de discussion sur les innovations en matière de suivi et évaluation. Et dans ce rapport, 8 facteurs clés qui influencent les innovations dans les méthodes d'évaluation étaient présentés et le Big Data faisait partie de ces facteurs-là. Aujourd'hui, depuis 2013, donc près de 10 ans après, le Big Data fait partie intégrante du corpus de données dont on peut disposer pour faire l'évaluation, comme le rapportait déjà en mai 2015 le blog de Alice McFarland de Beta Evaluation sur le thème Big Data et évaluation, utilisation et implication. Donc, la question du Big Data est aujourd'hui présente dans le domaine de l'évaluation et il y a nécessité de poser ce débat qui a prévalu d'une manière générale dans le monde anglophone, de ramener ce débat et d'en faire objet de discussion dans le contexte spécifique de l'Afrique francophone. Et cela se justifie pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est parce qu'il y a des avancées en matière de politique de numérisation et de digitalisation dans les pays francophones aujourd'hui, dans le cadre des plans nationaux de développement.
à travers les politiques d'inclusion financière qui reposent largement sur le FinTech et qui mettent en disposition un certain nombre de données de Big Data, l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, la numérisation des procédures administratives dans la fonction publique, la digitalisation des moyens de paiement avec des innovations non négligeables qu'on a dans les différents pays francophones. Et le contexte francophone aussi des crises politiques, terrorisme, conflits, mais aussi la rareté des ressources dévolues à l'évaluation nécessite qu'on réfléchisse justement à la manière dont les big data peuvent être utilisés, saisir les opportunités qui existent pour que les évaluations soient mieux menées et que les résultats de ces évaluations puissent être utilisés dans la prise de décision. Alors aujourd'hui, pour nous permettre de faire ce débat, le présent webinaire, qui se veut être à la fois un outil de vulgarisation et de réflexion, va essayer de répondre à 4 questions principales. D'abord, la question que nous nous posons, c'est de savoir de quoi nous parlons quand nous parlons de Big Data. Donc, nous allons essayer de clarifier le concept. Quel est le lien entre les Big Data et l'évaluation? Quelles sont les applications dans le domaine du suivi évaluation et de l'évaluation d'impact? Et quels sont les défis pour une optimisation de leur utilisation? Et enfin, quelles sont les innovations en cours aujourd'hui pour permettre aux évaluateurs de mieux utiliser ces big data dans la mise en œuvre des évaluations en Afrique francophone. Donc, le webinaire va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, nous aurons les interventions des panélistes et puis nous allons ouvrir la discussion avec vous, les participants, honorables invités, pour avoir à la fois des questions, mais aussi vos apports, des compléments, des contributions complémentaires ou des critiques à ce que les panélistes vont présenter. Et ensuite, nous allons procéder à une synthèse pour arriver à quelques éléments de takeaway que nous pouvons retirer de ces discussions. Alors, j'ai le privilège pour ce panel d'avoir d'éminents experts de la communauté francophone d'évaluation qui vont nous conduire dans la réflexion et je vais, sans plus tarder, me faire le plaisir de les présenter. Alors, le premier panéliste s'agit de Monsieur Jean-Marie Priera. Est-ce que vous pouvez partager l'écran? Donc, le premier panéliste, c'est Jean-Marie Priera. Il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies de mathématiques appliquées de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est diplômé de l'université en technique de base pour le multimédia à l'université de Picardie et a un master en Applied Data Science and Artificial Intelligence. Il enseigne l'informatique à l'École supérieure multinationale des télécommunications ESMT de Dakar depuis 2006, après avoir occupé pendant 7 ans le poste de professeur de mathématiques au Collège Saint-Gabriel de Thiès. Ses principaux enseignements portent sur le développement web, les bases de données, les big data, le cloud computing. Il fait la promotion du partage de connaissances et fait du renforcement des capacités dans le domaine. Il a organisé avec ses collègues de l'ESMT des journées d'utilisation des professeurs et élèves de Dakar à la programmation Python grâce à une subvention de programme de Google pour l'éducation. Il est également cofondateur de l'association Mobile for Senegal, dont la mission principale est le renforcement des capacités dans le domaine des TIC. Monsieur Jean-Marie Priera, merci de nous avoir rejoints pour cette discussion. J'ai aussi le privilège d'accueillir Monsieur Deogracias Ndolo, qui est le coordinateur régional du programme de renforcement des capacités
et d'évaluation d'impact en Afrique de l'Ouest, le programme WASI, qui est un programme, une initiative régionale dirigée par 3IE, International Initiative for Impact Evaluation, en partenariat avec le gouvernement du Bénin. Il est également une tête de pont de l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programmes et projets de développement, dénommé le Baromètre. Il travaille pour l'utilisation des données probantes dans la prise de décision et l'orientation des politiques publiques. Son expertise couvre l'élaboration et l'analyse des politiques publiques, la conception des systèmes de suivi et évaluation, ainsi que l'évaluation d'impact des projets et programmes. Il est diplômé d'ingénieur, il a un diplôme d'ingénieur agronome de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, un Master of Science en développement agricole de l'Université de Copenhague au Danemark et a achevé le micro-programme de Master en économie du développement appliqué de l'Université Laval au Canada. Il est doctorant en économie du développement à l'Institut international des sciences sociales de l'Université Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas et il dispose depuis 10 ans, depuis 2010, de nombreuses expériences en évaluation avec des organisations internationales telles que le FIDA, l'UNOCHA, la Banque mondiale, et la Fondation Mastercard, la GIZ, etc. Donc, Monsieur Deogracias Ndolo, merci de nous faire l'honneur de participer à ce panel. Enfin, pas des moindres, j'ai le privilège de vous présenter Dr Miché Ouédraogo, qui cumule plus de 12 années d'expérience dans le domaine de l'évaluation des programmes. Il est actuellement consultant spécialiste en suivi et évaluation. Il a travaillé comme spécialiste en suivi et évaluation au sein du groupe indépendant d'évaluation de la Banque mondiale et le CLIER pour l'Afrique francophone et au Centre de recherche et d'expertise en évaluation CREX. À titre de consultant principal et consultant associé, il a participé à l'évaluation de plusieurs programmes de développement en Afrique francophone, en Guinée-Bissau, au Canada, dans divers domaines et plus spécifiquement dans le domaine agricole. Ces domaines d'expertise sont l'évaluation d'impact, les études socio-économiques, la collecte et l'analyse des données, l'analyse coût-bénéfice, la gestion et le transfert des connaissances. Il est titulaire d'un doctorat en administration publique, option analyse et management des politiques publiques de l'École nationale d'administration, ENAP du Québec. Il a aussi un master en management des projets de l'Institut africain du management, une maîtrise en économie et sciences de gestion de l'Université de Koudougou. Il intervient comme chargé de cours à la maîtrise en évaluation de programmes à l'École nationale d'administration publique de Québec et aussi dans le master en évaluation des politiques, projets et programmes du Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ici à Dakar. Et comme je l'ai annoncé, M. Miché est l'initiateur de ce présent webinaire et nous l'en remercions vivement. Donc voilà, chers participants, chers invités, les panélistes qui vont nous conduire dans cette réflexion autour de la thématique qui nous unit aujourd'hui, qui est l'utilisation des big data dans l'évaluation des politiques publiques. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais inviter M. Pereira à répondre à la première question qui est de savoir de quoi parlons-nous quand nous parlons des big data. M. Pereira, vous aviez la parole. En attendant que M. Pereira se connecte, je vais renvoyer la question à Dr Miché Ouédraogo qui pourra introduire commencer à répondre à la question en attendant que M. Pereira soit actif. Docteur Miché. Oui, bonjour Edoué. Bonjour à tous nos participants qui sont dans la salle. Alors, donc, je ne sais pas s'il faut que je réponde directement à ma question ou s'il faut qu'on attende que M. Pereira revienne pour introduire ici la question, la présentation des big data dont il avait déjà préparé son intervention, ou si tu veux, je peux aller directement aussi sur…
Oui, je propose que tu commences à répondre à la question. Donc, de quoi parlons-nous quand nous parlons de Big Data, en attendant qu'il se connecte? OK, parfait. Ben, merci beaucoup, Edoué, de poser la question à ma personne pour cette section-là qui concerne en fait les big data. Alors, lorsque bon, comme tu l'as bien précisé, en fait, l'idée de ce webinaire est venue de moi parce que j'ai quand même que c'est une question intéressante que nous puissions éventuellement discuter lors de ce panel-là, vu qu'éventuellement c'est une question d'actualité. Alors, aujourd'hui, nous avons un taux de pénétrabilité de l'utilisation de l'outil informatique en Afrique. Donc, quand on regarde un peu les statistiques qui sont présentées dans la note conceptuelle en fait de ce webinaire-là, on se rend compte qu'en Afrique aujourd'hui, plusieurs personnes, c'est-à-dire on a un volume important de personnes qui utilisent non seulement l'outil informatique, mais également avec la pénétrabilité ou l'existence en fait de l'utilisation de la téléphonie mobile en Afrique a permis vraiment de pouvoir disposer d'un taux de connectivité assez élevé. Alors, qu'est-ce que cela a comme conséquence? Ben, cela a pour conséquence un flux massif de données qui sont utilisées et qui sont disponibles en fait dans le cloud, qui sont disponibles en fait sur le net et qui peuvent aujourd'hui être des sources d'innovation. Alors, quand on parle éventuellement de big data, à quoi cela renvoie essentiellement? Alors, essentiellement, on peut retrouver dans les big data tout ce qui est données et flux de données disponibles sur le net aujourd'hui. Alors, quand on prend par exemple l'exemple de Facebook que nous utilisons aujourd'hui, nous avons plusieurs millions de personnes qui sont connectées sur Facebook, qui partagent des données essentiellement sur l'actualité, des données qui sont également à caractère personnel et qui est disponible. Et ce sont ces flux de données-là qui sont disponibles, qui peuvent être utilisés éventuellement dans le cas des évaluations pour éventuellement mettre en place un certain nombre d'innovations. Alors, donc, la discussion d'aujourd'hui, c'est de voir essentiellement comment ces flux de données massifs qui sont disponibles en fait sur le net aujourd'hui peuvent être utilisés et peuvent éventuellement être utilisés pour servir à l'évaluation des politiques publiques ici. Alors, donc, je vais peut-être aller directement à mon intervention pour permettre à M. Préret de se connecter parce qu'il s'était préparé essentiellement pour revenir en profondeur sur la présentation des big data et également de ses différentes composantes et conceptions. Alors, pour faire un peu le point, pour dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions discuter de l'utilisation des big data dans l'évaluation des politiques publiques. Thierry, tu peux peut-être aller jusqu'à ma présentation? Parfait. Alors, ici, donc, alors, lorsqu'on parle éventuellement de l'évaluation des politiques publiques ici, alors, il faut noter que l'évaluation renvoie essentiellement à des appréciations systématiques et objectives, en fait, de la politique, OK? Donc, et la politique, c'est tout ce que, éventuellement, l'autorité publique détenteur des pouvoirs décide de faire ou de ne pas faire, parce que le fait aussi de ne pas décider est une option politique. Alors, et nous devrons éventuellement évaluer, en fait, ces différentes interventions-là en utilisant essentiellement une démarche qui est rigoureuse et qui est essentiellement basée sur des critères précis où nous avons des questions d'évaluation qui sont essentiellement déclinées. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut noter que l'évaluation est un jugement de valeur, alors, et qui est basé également sur une démarche qui va tenter essentiellement d'éliminer au maximum, en fait, les biais liés à des facteurs externes ou des biais subjectifs dans la démarche en utilisant une démarche systémique. Et la finalité de toute évaluation, comme on le sait, c'est de pouvoir vraiment orienter la prise de décision. Donc, pouvoir arriver à avoir des politiques publiques qui sont basées et conçues sur la base des données probantes et aussi de pouvoir vraiment orienter éventuellement la prise de décision pour les futures politiques ou les futures orientations publiques qui vont être faites. Alors, maintenant, la question, lorsque on parle d'évaluation, Thierry, présentation suivante, lorsqu'on parle d'évaluation, vous allez voir que dans l'utilisation des évaluations, il y a plusieurs approches qui sont utilisées pour la mise en place des évaluations. Alors, Thierry, tu peux passer la présentation suivante. Donc, on a plusieurs familles, en fait, dans les approches d'évaluation qui sont mises en œuvre et qui existent aujourd'hui. Alors, une des présentations récentes que j'ai trouvées et que je trouve qui est intéressante, c'est celle de l'EMI 2020, qui essaie en fait de présenter les différentes approches d'évaluation sous la forme en fait d'une station, d'une carte de métro.
où vous avez la gare centrale du métro qui est présentée, de laquelle partent les différentes approches en matière d'évaluation, éventuellement, en matière des approches d'évaluation. Donc, vous avez la ligne verte qui représente les approches axées sur l'utilisation, en fait, de l'évaluation. Donc, toutes ces approches-là vont focuser la mise en œuvre des évaluations pour orienter vraiment sur l'utilisation des données. Vous avez la ligne orange qui est celle des approches basées sur les théories. Vous avez la ligne éventuellement, plutôt jaune plutôt, qui est basée sur la théorie. La ligne orange éventuellement qui est celle axée sur les méthodes, dans laquelle mon ami Déo, qui est évaluateur d'impact, essentiellement orienté sur les RTC, c'est-à-dire l'utilisation des essais randomisés, va se reconnaître. Alors, le point commun qu'il faut retenir, en fait, c'est que quelle que soit l'approche d'évaluation que l'on va utiliser dans le cadre d'une évaluation d'une politique publique, nous aurons forcément besoin d'utiliser des données. Et c'est là qu'on arrive vraiment à faire le point commun entre les big data et éventuellement l'évaluation des politiques publiques. Diapo suivante, Thierry. Alors, donc, lorsque on regarde éventuellement l'utilisation de ces données-là, généralement, dans le cadre de la mise en œuvre des évaluations, on va devoir essentiellement mettre en place un protocole d'analyse et de collecte des données pour pouvoir réaliser l'évaluation de la politique publique. Alors, donc, tandis que lorsqu'on parle d'évaluation également de politique publique, il faut garder à l'esprit que l'espace géographique d'une politique va plus loin qu'au-delà que d'un échantillon que nous avons utilisé. Et c'est en ce sens vraiment que les big data présentent une opportunité, parce que lorsque nous voulons éventuellement évaluer une politique, on peut recourir à ces données massives qui sont déjà disponibles sur un certain nombre d'aspects que nous utilisons pour pouvoir aller tout droit vraiment vers l'évaluation éventuellement de cette politique publique-là. Alors donc, vous avez par exemple des données sur un certain nombre d'indicateurs que l'on aurait pu avoir en allant vers la collecte de données autour d'une population, mais en se concentrant essentiellement sur les big data, on peut pouvoir enseigner un certain nombre d'indicateurs. Alors, donc je prends par exemple l'exemple, un cas pratique pour que vous puissiez comprendre mon point ici. C'est par exemple lorsque j'étais à Dakar tout récemment, vous constatez que Dakar, on est confronté à des problèmes de circulation, à des bouchons, à un certain nombre d'heures. Alors, si le gouvernement sénégalais décidait, par exemple, de mettre en place une politique pour tenter de réguler ce problème de bouchons et de trafic que nous avons dans la ville de Dakar, dans une optique d'open data, de politique d'open data, ils peuvent disposer, par exemple, des données, en fait, des téléphonies mobiles. On se suppose que la plupart de ceux qui sont dans la circulation disposent de cellulaires, et les téléphonies mobiles ont la possibilité de pouvoir avoir les positions exactes et en fonction des heures de tous ceux qui sont dans la circulation. Donc, on est capable, par exemple, à travers ces données qui sont disponibles, par exemple, de savoir quelles sont les voies qui sont les plus bouchées à Dakar, à quelle heure précisément ces bouchons se font et quelles sont les alternatives ou les options politiques que l'on peut prendre si l'on veut réguler. Donc, on a des données probantes qui vont ici venir orienter éventuellement la politique. Mais aussi dans une optique d'évaluation d'impact, la disponibilité de ces données avant la politique nous permet d'avoir un état des lieux de la circulation avant éventuellement l'élaboration de la politique, mais après la mise en œuvre de la politique, on peut également encore disposer de ces données-là, des big data qui sont disponibles, que ces téléphones mobiles peuvent fournir, pour pouvoir éventuellement voir quel est l'état des enjeux en fait en matière de circulation après la mise en œuvre des politiques. Donc, c'est une innovation majeure pour nous en tant qu'évaluateurs de pouvoir avoir vraiment cette nouvelle source de données qui va permettre essentiellement de pouvoir agir dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Alors, donc, je m'avais laissé la parole à M. Pereira qui vient de se connecter pour qu'il puisse essentiellement nous camper. Mais quand on parle de quoi est-ce qu'on parle essentiellement et sur le plan conceptuel? Oui, M. Pereira, vous êtes là? Oui, OK. Donc, vous aviez la parole pour clarifier. On a compris à travers l'intervention de M. Miché que les big data, c'est très important pour l'évaluation. Il y a des opportunités dans l'utilisation des big data. Est-ce que vous pouvez nous préciser davantage de quoi on parle quand nous parlons de big data? Très bien, merci. Je remercie Dr. Ouédraogo pour son intervention. Je vais essayer de compléter un peu en fait la partie big data et peut-être expliquer en fait de manière un peu plus détaillée peut-être ce que c'est que les big data. Et avant cela, donc je vais d'abord
essayer de partir de l'origine d'abord, l'origine des big data. Donc, comme point de départ, on pourrait prendre comme point de départ Internet déjà, puisqu'on peut considérer que c'est là-bas que tout a commencé. Et pour vous donner une idée un peu de ce que représentent en fait les big data, c'est de donner l'exemple de la quantité de données qui étaient générées en 1992. On avait environ 100 gigaoctets de données générées par jour. Donc 100 gigaoctets, si vous considérez un octet comme un caractère, donc ça vous fait environ 100 gigas, c'est environ 100 milliards d'octets qui sont générés, de caractères plutôt, qui sont générés par jour. Donc les gens qui sont connectés, on peut considérer que si on fait le total de ce qu'ils génèrent comme données, c'est environ 100 milliards de caractères par jour. En 2013, donc c'est en 2013, c'est-à-dire 19 ans plus tard, la population, la communauté Internet, en fait, ou la communauté du web, générait environ 29 000 gigaoctets par seconde, cette fois-ci, par seconde. Donc là, vous voyez un peu l'évolution de ce volume de données qui prend une évolution, une croissance exponentielle, puisque là, on parle carrément de 29 000 milliards de caractères, en fait, qui sont générés à la seconde par l'ensemble des populations. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui sont générées à travers le web, à travers Internet. Et comme l'a dit tout à l'heure le Dr Ouedraogo, par exemple, avec tous les services qui existent au niveau du web, par exemple, en une minute, vous avez 197 millions de courriers électroniques qui sont envoyés. Vous avez aussi en une minute 60 millions de messages qui sont envoyés via WhatsApp. Alors, à quoi est due en fait cette croissance exponentielle du volume de données? Eh bien, elle est due essentiellement donc à l'évolution, aux avancées technologiques, la baisse des coûts, la téléphonie mobile qui s'est bien développée, les réseaux mobiles 3G, 4G, 5G, l'Internet des objets, tout ça a contribué en fait à l'évolution, donc à la génération plutôt de données ou à faciliter l'accès aux données, mais aussi à faciliter la génération des données par les populations. Mais l'un des plus grands défis en fait auxquels ont été confrontés les géants du web, hein, les GAFAM, c'est l'exploitation en fait de ces données. Comment faire pour exploiter autant de données, sachant que les machines, elles ont des limites en termes de capacité, en termes de traitement également. Donc, il faut penser à de nouvelles architectures. Et c'est ainsi en fait que les géants du web, Google, Amazon, Facebook, etc., ils ont pensé donc à mettre en place des architectures leur permettant de gérer et de stocker la quantité de données qu'ils avaient. Donc, ces architectures, généralement, on parle de systèmes distribués, des architectures distribuées où vous avez plusieurs ordinateurs qui sont interconnectés, qui forment un cluster. Et donc, ça permet en fait de stocker de grandes quantités de données à travers plusieurs machines. Donc, finalement, en fait, on se rend compte qu'au niveau du big data, vous avez pas mal de contraintes. Et la définition que je vais donner du big data est la suivante. Donc, le big data, en fait, représente les collections de données caractérisées par un volume, une vélocité, une variété si grand que leur transformation en valeur utilisable requiert l'utilisation de technologies et de méthodes analytiques spécifiques. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette définition, c'est que ce qui caractérise les big data, c'est le volume, qui est très important, la vélocité, la vitesse à laquelle ces données arrivent, la variété, c'est-à-dire que vous avez toutes sortes de données, des images, des vidéos, du texte structuré, non structuré, etc. Vous avez également les technologies qui sont importantes pour pouvoir prendre en charge toutes ces données et pouvoir les traiter correctement, mais aussi de nouvelles méthodes analytiques qui sont spécifiques au big data pour pouvoir aussi analyser correctement toutes ces données. Venons-en maintenant à une des principales applications du big data, si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, une des principales applications du big data qui est l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait,
Une intelligence artificielle, c'est, on peut dire pour simplifier, c'est un système ou un logiciel qui simule l'intelligence humaine. Ça va simplement simuler donc l'intelligence humaine, donc c'est un logiciel qui simule l'intelligence humaine, donc pour effectuer des tâches qui peuvent être améliorées de manière itérative en fonction des informations qui sont recueillies. Donc un exemple en fait d'intelligence artificielle, un exemple simple, c'est le chatbot. Le chatbot qui est un agent conversationnel avec lequel vous pouvez lancer une discussion, donc une sorte de chat. Vous avez l'impression que derrière, vous avez une personne, mais en vérité, c'est un logiciel simplement qui est capable, en fait, pas forcément de comprendre ce que vous dites quand vous écrivez et de vous apporter des réponses. Mais bien sûr, il a des limites puisqu'il s'appuie sur une base de connaissances. Donc, si vous sortez du contexte, il ne sera pas en mesure de vous répondre. Donc, il a besoin de données, de construire une base de connaissances afin de pouvoir répondre à vos questions. Et alors, comment est-ce qu'on va développer en fait une intelligence artificielle? Eh bien, de la même manière que l'intelligence humaine se développe, puisque l'intelligence humaine se développe à partir de l'apprentissage et de la connaissance, donc une intelligence artificielle va se développer à peu près de la même manière. Donc, il va falloir trouver des mécanismes d'apprentissage pour pouvoir développer une intelligence artificielle. Et le mécanisme d'apprentissage qu'on utilise actuellement, c'est le machine learning, ou si vous préférez, l'apprentissage automatique. Donc, le machine learning, c'est un domaine qui regroupe les mathématiques, aussi la programmation informatique, donc on retrouve pas mal de statistiques et autres, mais ça s'appuie en fait essentiellement sur l'utilisation des données pour construire des modèles prédictifs. Donc, plus vous avez de données, et plus en fait votre modèle sera précis dans ses réponses. Donc, par exemple, si on reprend le cas du chatbot, plus la base de connaissances du chatbot sera large, plus il sera capable de poursuivre des conversations plus complexes et non basiques. Donc, aujourd'hui, les big data, en fait, sont devenus incontournables dans le développement des intelligences artificielles. Donc, il y a également un autre sous-domaine qui existe, celui du sous-domaine du machine learning qu'on appelle le deep learning, qu'on utilise généralement dans des situations de simulation de l'intelligence humaine plus complexes. Donc, par exemple, quand vous voulez construire une automobile qui est capable, un véhicule que l'on peut conduire automatiquement sans chauffeur, là, effectivement, il va falloir développer une intelligence plus grande et on a besoin, dans ce cas-là, d'un mécanisme d'apprentissage plus profond qui est le deep learning. Alors, pour finir, les domaines d'application du big data, donc si on peut passer à la diapo suivante, voilà. Donc, les domaines d'application du big data, j'en ai présenté quelques-uns ici. Donc, il faut savoir que grâce aux données collectées, vous allez pouvoir en fait effectuer des analyses prédictives. Donc, ça va vous permettre en fait d'estimer, la probabilité qu'un événement donné se produise dans le futur. Donc, l'analyse prédictive, en fait, elle comprend les systèmes d'alerte précoce, des mesures de détection de fraude, des applications de maintenance préventive, des prévisions. Donc, c'est simplement à partir des données du passé qu'on va pouvoir, en fait, si on veut, prédire le futur. Donc, plus vous avez de données, plus vous allez pouvoir faire de meilleures prédictions. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, dans le secteur de l'énergie, où on va pouvoir faire une estimation, par exemple, de la consommation d'énergie des utilisateurs, afin de réguler avec précision l'apport nécessaire d'énergie éolienne ou hydroélectrique. C'est-à-dire que quand vous avez analysé la consommation électrique d'un client, vous pouvez en fait prédire sa consommation future et en fonction de ça, voir comment vous arranger pour fournir l'énergie nécessaire. L'autre partie, c'est l'analyse prédictive. Donc, l'analyse prédictive, en fait, elle fournit des recommandations spécifiques face à une situation
l'analyse prescriptive, excusez-moi. L'analyse prescriptive fournit des recommandations spécifiques face à une situation donnée. Elle répond en fait à la question suivante. Que faire si l'événement X se produit? Donc, par exemple, quand vous êtes au niveau d'une entreprise et que vous avez des clients qui mettent fin, qui résilient leur abonnement, vous pouvez parfois anticiper et trouver, grâce à l'analyse prédictive, des solutions ou des actions à mener pour en fait retenir, non seulement être capable d'identifier ces personnes qui risquent de résilier leur contrat, mais aussi mettre en œuvre des actions pour en fait les retenir. L'autre exemple, c'est d'application du big data, ça entre dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est la vision par ordinateur, le computer vision, où on est capable, grâce à cela, de détecter des objets, de faire de la reconnaissance faciale. Donc, bien sûr, tout cet apprentissage-là se fait avec des images connues. Donc, le système doit apprendre, on doit lui fournir énormément d'images, des millions d'images, pour qu'il soit ensuite capable de reconnaître correctement des objets ou bien de reconnaître correctement des visages. Et enfin, pour terminer, l'autre application, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est le traitement automatique du langage naturel, qu'on appelle aussi NLP, Natural Language Processing, où on retrouve dans cette partie la reconnaissance vocale. On est capable de bien comprendre ce qu'une personne dit, de faire des transcriptions et aussi des traductions, mais également la synthèse vocale, où on est capable de partir d'un texte pour ensuite le transformer en parole. Et également aussi, à partir d'un texte, de faire de l'analyse de sentiments, c'est-à-dire de pouvoir dire si tel texte fait référence à un texte, disons, positif qui fait référence à de la colère, par exemple. Si c'est négatif, ça fait référence à de la colère. Ou si c'est positif, ça veut dire que bon, l'expression, le sentiment exprimé est positif, donc il peut exprimer de la joie, par exemple. Donc tout ça, c'est possible, mais il faut forcément avoir énormément de données pour pouvoir réaliser tout cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pereira, pour ces clarifications. Donc, on aura compris que en matière de Big Data, on parle d'une masse importante d'informations qui sont générées dans un temps très rapide, qui sont des données sociales, donc des données qui produisent de nos SMS, de nos activités sur Internet, mais aussi des données qui sont observées à travers les comportements, à travers la géolocalisation, etc. Et donc, c'est cet ensemble d'informations qui sont rassemblées dans la catégorie des Big Data avec des applications possibles, notamment en matière d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning. Et vous nous expliquez que ces données peuvent servir à prédire les comportements des individus, mais aussi à faire des analyses prescriptives pour pouvoir prendre des décisions. Et ces données peuvent permettre aussi d'analyser les émotions, parce qu'une partie de ces données, c'est une collecte d'émotions, une collecte d'informations, d'expressions, de langage qui sont exprimées, et ces données peuvent servir à faire toutes ces analyses-là. Alors, pour notre panéliste suivant, M. Deo, étant entendu que le Dr Michel a déjà présenté un peu le lien qu'on peut avoir entre les Big Data et le suivi évaluation, la question que j'ai envie de lui poser, de vous poser à M. Deo, c'est de savoir comment est-ce que l'utilisation de ces Big Data, à partir des caractéristiques qui ont été définies tout à l'heure par M. Pereira, peuvent permettre d'améliorer la mise en œuvre des projets de développement, la mise en œuvre, l'atteinte des objectifs de développement durable, l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 sur le continent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Monsieur Deo. Merci bien, cher Edoé, pour
le mot d'introduction. Et je remercie les autres panélistes parce qu'avec M. Pereira, nous avons une compréhension assez claire de ce concept de Big Data. Et Miché a su nous ramener un peu le lien que nous faisons entre les Big Data et, j'allais dire, notre thématique professionnelle qui est l'environnement de suivi de l'évaluation des politiques publiques. Et c'est justement là où je voudrais essayer d'élaborer un peu plus parce que pour nous, en matière d'évaluation des politiques publiques, c'est une opportunité extraordinaire d'avoir désormais accès à ce genre de volume de données en si peu de temps et en temps réel. C'est-à-dire, désormais, nous avons une grosse opportunité pour suivre dans tous les secteurs du développement qu'est-ce qui se passe en matière de données. Et les données déterminent après la qualité des prédictions, déterminent la qualité même des orientations que l'on fournit aux décideurs politiques. Mais parlons toujours de la caractéristique des big data, ce qui se présente aussi comme une grosse opportunité pour l'atteinte de certains objectifs majeurs au niveau du capital humain. Quand je pense par exemple à l'agenda 2063 de l'Union africaine ou bien même aux ODD, c'est la granularité que ces données-là offrent. Nous avons désormais la possibilité d'avoir des données même jusqu'aux confins de nos villages, tant que, par exemple, les gens utilisent des téléphones mobiles. Alors que l'approche classique de collecte de données que nous utilisons en matière d'évaluation des politiques publiques voudrait que l'on se déplace, ça engendre beaucoup de coûts et ne facilite pas toujours l'accès à ce volume de données en si peu de temps et avec un niveau de détail suffisamment élevé. Donc, c'est une grosse opportunité pour nous de mieux conseiller, de mieux orienter les décideurs politiques. Mais à côté de cela, une autre opportunité, cette fois-ci d'ordre plus technique en matière d'analyse se présente. Parce qu'avoir accès à ces données-là, c'est sans aucun doute une opportunité, mais pouvoir faire des analyses plus fines, des analyses plus précises, des analyses qui rendent mieux compte de ce qui se passe et dont les erreurs sont réduites, se présente à nouveau comme une autre opportunité. Parce que plus nous avons un volume de données élevé sur beaucoup de gens, moins les erreurs vont être grandes. Et cela va tout à l'heure, je vais revenir un peu dessus, se présenter aussi comme un défi du moment où les techniques d'analyse des données issues de Big Data ne sont pas encore suffisamment enseignées dans nos universités. Nos professionnels auront à se remettre un peu plus à jour par rapport à cela. Donc, c'est une opportunité, certes, pour qu'on puisse mieux conduire les politiques permettant d'atteindre l'agenda 2063, les ODD. Mais attention, il y a aussi des défis associés à cela. Les deux derniers aspects que je voudrais évoquer en réponse à cette question, c'est l'amélioration ou l'opportunité que nous avons d'améliorer la validité des données probantes. Parce que ces données probantes, par le passé, nous collectons des données, disons, des données de recensement en 2000. Il faut attendre encore 10 ans pour collecter à nouveau des données de recensement et éventuellement s'appuyer sur ces données pour mettre à jour les données probantes que nous avons. Mais désormais, la dynamique devient grande et ainsi, la possibilité pour nous de mieux conseiller les politiques publiques et que ces décideurs s'adaptent à la dynamique, j'allais dire, en temps réel aux externalités est vraiment extraordinaire et c'est en ça que les big data viennent résoudre un problème majeur, nous offrent l'opportunité d'y aller. Mais attention, pour les besoins de l'évaluation des politiques publiques, pour les besoins de l'utilisation des données probantes, il y aura lieu d'innover. Il y aura lieu d'innover pour s'assurer que non seulement les big data en tant que données deviennent une réalité, mais aussi et surtout les techniques d'analyse de ces big data passent
dans un nouveau paradigme qui sera enseigné, qui va porter véritablement la transformation de nos sociétés. Et c'est à ça que je pense un certain nombre d'acteurs, d'institutions travaillent tout doucement, de plus en plus, pour nous permettre de saisir cette opportunité qu'offrent les nouvelles technologies. Voilà, M. Doué, ma réponse à cette première question, en attendant qu'on aille un peu plus loin dans les échanges. Merci. Merci beaucoup, Déo. Donc, nous comprenons que les Big Data nous offrent des données granulaires, donc très détaillées, avec la possibilité d'avoir des analyses plus fines et d'améliorer la validité des analyses en matière d'évaluation. Mais vous avez aussi le mérite d'attirer l'attention sur les défis que ces données-là représentent et surtout en matière de techniques d'analyse qu'on doit pouvoir développer et qui demandent un certain nombre d'innovations pour permettre l'utilisation de ces données-là. Merci beaucoup. Je vais revenir un peu à M. Pereira, parce que vous aviez tout à l'heure, en lien avec les discussions qu'on a eues, précisé ce que c'est que les Big Data. Aujourd'hui, M. Deo a mentionné un certain nombre de défis que non, on a à l'utilisation de ces données. Mais en fait, qu'est-ce que ça représente comme opportunité? Qu'est-ce que ça représente comme innovation? Quelles sont les innovations qui existent aujourd'hui et qui permettent d'utiliser ces données-là en temps réel? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Monsieur Pierre. Oui, très bien. Excusez-moi, j'avais fait ma caméra. Très bien. Donc, si j'ai bien compris la question, donc, quels sont les défis, les opportunités et les innovations autour des Big Data dans le domaine par rapport à… Pour l'utilisation, l'application des Big Data. D'accord. Okay. Très bien. Donc, par rapport à les défis déjà, je pense que les précédents intervenants en ont déjà parlé, c'est la collecte des données. En termes de défis, alors je ne sais pas si on peut aller au niveau de la diapo dans la partie 2. Donc, en fait, les défis, en fait, ça va être d'abord la collecte des données. Si vous trouvez le moyen de collecter des données, donc ce sont des données numériques, normalement, qu'on va collecter. Donc, pour pouvoir collecter ces données numériques, il va falloir mettre en place, effectivement, des systèmes informatiques, mettre en place, vous l'avez souligné tout à l'heure, les politiques de numérisation, les politiques de dématérialisation. Il faut les poursuivre. Donc, c'est ça à la base d'abord, pouvoir collecter toutes ces données. Ensuite, il faut trouver des infrastructures qui vont nous permettre de stocker et de traiter toutes ces différentes données. Donc, on peut s'appuyer sur les data centers, donc des centres de données qui sont dédiés donc au stockage et au traitement des données. On peut également s'appuyer sur le cloud computing, parce que parfois aussi, si vous n'avez pas la capacité, la possibilité d'avoir un data center, alors vous pouvez effectivement prendre l'option de mettre vos données dans le cloud computing. Et aussi, si vous n'avez pas la capacité, les moyens d'acheter suffisamment de serveurs, eh bien, vous pouvez faire appel donc, au cloud computing qui vous offre des services de stockage et de traitement. Donc là, vous ne payez qu'à l'utilisation. Donc, vous avez les fournisseurs cloud les plus connus sont Amazon avec Amazon Web Services, Microsoft Azure ou bien Google Platform. L'autre défi aussi à relever, c'est le renforcement de capacité, puisqu'il faut quand même 2 personnes pour traiter ces données, faire les analyses, faire les prédictions et autres. Il faut des ressources humaines bien formées, en mesure, voilà, de faire le travail nécessaire pour analyser les données. Donc, nous devons investir en fait dans le renforcement de capacité, former les jeunes dans le domaine de la data science, de l'analyse, de la data science, de l'ingénierie des données et aussi dans l'analyse des données.
Également, la protection des données est une partie également importante, parce que quand les données sont numérisées, non seulement la collecte, quand on doit collecter des données, on ne peut pas collecter comme on veut. Il peut y avoir parfois des données personnelles, des données à caractère personnel. Donc, il faut mettre en place des textes réglementaires pour la protection des données à caractère personnel. Donc, au Sénégal, nous avons la CDP, qui est la Commission de protection des données personnelles. Donc, c'est une autorité administrative indépendante qui a été instituée par la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 et qui est chargée donc de vérifier la légalité de la collecte et du traitement des données personnelles des Sénégalais et de s'assurer que toutes les précautions sont prises pour qu'elles soient sécurisées. Donc, la CDP joue un rôle important ici puisque dans le monde d'aujourd'hui, surtout au niveau des entreprises ou tout ce qui sont dans le domaine du commerce, ils collectent beaucoup de données. Et parfois pour connaître les habitudes des consommateurs et autres. C'est important en fait d'avoir quand même une commission qui protège en fait les données personnelles. Alors concernant les innovations et challenges aussi, il faut savoir que pour innover dans le big data, en fait, il vous faut forcément les données. Si vous n'avez pas les données, vous ne pourrez pas, même si vous avez de bonnes idées, hein, si vous avez de bonnes idées, ça ne suffit pas en fait pour innover. Il faut avoir les idées, mais il faut avoir les données. Et parfois, il vaut mieux avoir les données d'abord et ensuite, parfois, les idées vont venir après. Parce que quand vous avez les données, vous ne savez pas exactement ce qu'il y a derrière. C'est à force d'explorer que maintenant, vous allez avoir vraiment une idée de ce que vous pouvez faire. Donc, par exemple, si je prends juste le cas qui avait été cité tout à l'heure concernant le recensement, aujourd'hui, il y a d'autres techniques qui existent pour faire du recensement, parce qu'avec la téléphonie mobile, parfois, on peut connaître, en fait, on peut avoir une idée de la densité de la population. Donc, puisque les appareils sont connectés, donc ils sont localisés, et donc à partir de là, des fois, vous avez une idée de la densité de la population. Alors après, est-ce qu'on peut, à partir de là, à partir des données du passé, faire des prédictions pour pouvoir estimer aussi? Parce que pour pouvoir faire une estimation, on va partir en fait du donné du passé. On connaît en fait, parce que souvent quand vous faites de la modélisation en machine learning, vous allez identifier, vous allez choisir une variable cible. Donc si la variable cible, c'est la population ou la densité de la population, à partir de d'autres données, vous allez essayer de faire, je dirais, de l'extrapolation, ou bien vous allez essayer de faire de la déduction plutôt, essayer de déduire. Donc uniquement à partir de données qui n'ont peut-être rien à voir avec des données qui sont dans le domaine de la démographie, eh bien vous allez peut-être avoir des informations sur sur la densité de la population. Donc, il faut, en fait, pour innover, en d'autres termes, il faut forcément mettre la main à la pâte et avoir des données et essayer maintenant, après, si vous voulez, de s'amuser avec et ça peut, en fait, vous donner facilement des idées. Donc, il y a des plateformes, en fait, qui vont nous aider dans la vulgarisation. Je ne sais pas si on peut avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on peut avoir des plateformes qui vont nous aider dans la vulgarisation, des plateformes qui vont vous permettre en fait de vous exercer, si vous voulez, de toucher aux données. Il faut avoir des plateformes open data. Donc, par exemple, sur le site de la NSD, Sénégal Data Portal, donc vous avez des données qui sont disponibles. Bon, après, ce n'est pas forcément des big data, mais quand même, ça peut vous permettre de vous exercer ou bien de trouver, d'innover, de pouvoir avoir dans le domaine du social ou dans différents domaines, même dans le domaine de l'agriculture. Il y a énormément donc,
de données qui sont disponibles et sur lesquelles, effectivement, on peut essayer de s'exercer pour pouvoir peut-être faire certaines déductions. Donc, vous avez aussi la plateforme Open Africa qui existe aussi et qui fournit des données. Donc, ça permet en fait aussi, donc grâce à cette plateforme, parce qu'il faut avoir des données réelles. Il ne s'agit pas de générer des données de façon aléatoire. Il faut quand même des données réelles qui sont proches de la réalité. Donc, ces plateformes-là vont nous permettre effectivement voilà, de développer l'expertise. Également aussi, on peut, toujours pour encourager l'innovation, on peut le faire à travers des challenges ou bien à travers des compétitions. Donc, nous avons, alors je vais donner juste un exemple hein, pour que vous puissiez bien comprendre en fait que vous avez des données et ensuite c'est voilà, c'est à force d'explorer vos données que vous allez avoir de nouvelles idées. Donc, je prends le cas par exemple d'un challenge qui avait été lancé en 2014-2015 par Orange et qui s'appelle D4D, donc Data for Development. Donc, c'est un challenge qui avait été lancé par Orange et il y a pas mal d'universités qui avaient participé, pas mal de laboratoires de recherche. Et en fait, eux, ils avaient mis à la disposition donc, des participants des données d'appel téléphonique. Donc, c'est juste des données anonymes, pas sur les conversations et autres, mais simplement les données d'appel, les durées peut-être les durées de communication ou bien des informations sur la localisation, etc. Mais c'était des données anonymes. Donc, à partir de là, en fait, les gens ont pu comment dire, proposer. Hein, il y a pas mal de projets qui ont été primés, d'autres qui ont été aussi accompagnés. Et donc, il y a des projets qui concernaient le transport, comme l'a dit tout à l'heure Dr Ouedraogo, par rapport aux embouteillages et autres qui existent à Dakar. Et il y a aussi d'autres projets dans le domaine de la santé. Donc là, on part, par exemple, de données mobiles et on va dans des projets sur la santé. Vous voyez ? Donc, mais c'est l'exploration de ça, de ces données-là qui vont en fait vous donner de nouvelles idées pour innover. Donc, malheureusement, le projet, enfin, le challenge D4D n'existe plus. C'est un peu dommage. Il y en a d'autres qui existent, hein, et qui concernent l'Afrique, c'est Zindi. Zindi, donc c'est une plateforme où il y a pas mal aussi de challenges qui sont lancés. Donc, il y a des données qui sont disponibles, des challenges qui sont lancés. Et voilà, ça vous permet aussi donc de vous exercer, de trouver de nouvelles idées, mais aussi de développer votre expertise. Et aussi également la plateforme Kaggle, qui est beaucoup plus internationale. Là aussi, sur cette plateforme-là, on trouve effectivement beaucoup de données voilà, pour que les gens puissent effectivement mettre la main à la pâte et penser en fait à l'innovation. Voilà. Et donc, pour terminer, quel est mon point de vue par rapport à tout ce qui touche à l'évaluation des politiques de développement? Ce que je peux dire à ce niveau-là, l'innovation va passer par les données, forcément. Et donc, pour tirer de la valeur, il faut passer par l'exploration de ces données-là. Également, c'est à partir donc comment dire, l'élaboration à partir des big data des modèles prédictifs ou prescriptifs vont contribuer, je pense qu'ils vont contribuer à l'amélioration des politiques de développement. Donc, par exemple, quand on met en place quand on déroule une politique, donc une politique de développement, même à mi-parcours, on peut faire des évaluations et améliorer. Mais ça suppose quand même que, parce que comment dire, la prédiction, souvent, elle s'appuie sur les données du passé. Donc, il faut quand même avoir pas mal de données du passé pour se dire que si, effectivement, on continue dans cette direction, on risque d'aboutir à tel résultat. D'accord ? Donc, il faut des données du passé pour pouvoir apprendre du passé et améliorer, en fait, le futur. Merci beaucoup, Monsieur Pereira, pour ces clarifications sur les innovations et challenges
qui nous montre effectivement qu'il y a beaucoup de choses, d'opportunités qui sont là, qui permettront d'utiliser les big data, au-delà même des défis que vous aviez mentionnés, hein, qui sont les défis relatifs à la collecte de ces données, à l'exploitation de ces données, à la question de l'anonymat, de la légalité dans la collecte de ces données. Merci beaucoup. On va poursuivre dans cette discussion-là et je vais interpeller Michel. Michel, tu pourras peut-être nous préciser davantage au niveau du domaine spécifique de l'évaluation en ta qualité d'évaluateur, comment est-ce que ces données donc, peuvent être exploitées pour l'évaluation des politiques, programmes et projets de développement et quels sont les défis liés à la prise en compte de ces données-là dans ce domaine-là. D'accord, merci beaucoup, Edoué, pour la parole. Merci à mes prédécesseurs, M. Pereira et Déo, qui ont essentiellement, en tout cas, qui sont essentiellement revenus sur des aspects qui sont très, 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 très importants et qui pavent le chemin, en fait, pour nous, en tant qu'évaluateurs, et qui ne sont pas forcément des spécialistes des technologies, de voir comment, en fait, les big data peuvent éventuellement être utilisés dans le domaine de l'évaluation et peuvent constituer, en fait, des opportunités pour nous. Alors, donc, première opportunité que moi, je vois ici en tant qu'évaluateur, que les big data peuvent nous apporter, dans un premier temps, c'est à travers la triangulation. Vous savez que lorsque on fait des évaluations, alors, une des recommandations majeures en tant qu'évaluateur, c'est de ne pas juste analyser en fait les résultats ou la politique publique à l'angle seulement d'un seul point de vue ou d'une seule donnée disponible, mais c'est de pouvoir vraiment disposer de plusieurs sources de données pour pouvoir voir comment est-ce que ces données convergent ou divergent en termes de résultats. Donc, les big data ici, au-delà des approches classiques que nous avons en évaluation, qui est utiliser des données quantitatives, de données qualitatives pour faire des analyses ou de l'observation et tout ça, donc on peut recourir aux big data pour éventuellement venir trianguler sur dans un certain nombre d'aspects. Par exemple, si vous prenez par exemple les questions d'opinion publique, par exemple, aujourd'hui, c'est un nombre d'aspects d'une politique publique. Il est possible, par exemple, à travers l'analyse, en fait, des données issues des réseaux sociaux, par exemple, de pouvoir saisir ou d'appréhender, comme M. Pereira l'a si bien expliqué, les points de vue ou l'appréhension ou les sentiments des populations éventuellement sur un certain nombre d'aspects liés à une intervention ou à une politique publique. Alors, autre opportunité que nous avons ici, c'est que vraiment les big data vont nous permettre ici de pouvoir vraiment visualiser ou de pouvoir analyser en fait des phénomènes qui sont assez complet et qu'une simple collecte des données auprès d'un échantillon ne permettait pas finalement, en fait, en tant qu'évaluateur, de pouvoir appréhender. Si je reviens, par exemple, sur le cas, par exemple, éventuellement de la circulation à Dakar dont nous avons évoqué, alors à travers une collecte classique des données que nous avons ici, il est difficile de pouvoir vraiment appréhender et d'analyser ce phénomène-là en profondeur. Mais en disposant, par exemple, des données massives ici, alors cela va nous permettre non seulement d'analyser et de comprendre le phénomène en profondeur, mais de pouvoir aussi éventuellement voir dans quelle mesure cette analyse-là peut enrichir éventuellement les résultats de notre évaluation et de pouvoir avoir une vision assez holistique éventuellement de la chose. Alors, donc les big data, comme on l'a dit, hein, c'est des données qui sont vraiment, comment on appelle ça, de plusieurs natures. Elles peuvent être de nature textuelle, audio, visuelle, numérique. Donc, vous avez plusieurs données de plusieurs natures, en fait, qui sont disponibles. Et dans ce sens, éventuellement, les big data peuvent éventuellement être utilisés, surtout dans les approches mixtes, pour voir comment éventuellement toutes ces sources de données divergentes plutôt, peuvent être utilisées vraiment pour enrichir les analyses dans le cadre des évaluations des politiques éventuellement que nous menons. Et pourquoi pas conduire, si on le veut, à la naissance ou à l'émergence éventuellement de nouveaux paramètres dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques qui peuvent émerger lorsque l'on prend en compte éventuellement ces big data. Donc, pour nous, en tant qu'évaluateurs, nous pensons vraiment que c'est une opportunité massive qu'il va falloir sur laquelle se pencher et voir comment
de plus en plus, ces données massives-là peuvent être intégrées comme paramètres en fait, dans les évaluations et que les structures qui demandent de l'évaluation puissent voir dans quelle mesure ces données massives-là peuvent être intégrées comme paramètres éventuellement de l'évaluation et de triangulation, comme je l'ai si bien dit. Mais comme mes prédécesseurs l'ont éventuellement dit, l'ont déjà précisé aussi, il est important de noter que utiliser des données massives va essentiellement poser un certain nombre de défis, puisque c'est quelque chose, c'est vrai qu'on peut dire que ce n'est pas nouveau les big data, mais en évaluation, alors ce n'est pas monnaie courante éventuellement qu'on ait recours au big data, donc cela pose éventuellement des questions également, des défis. Et parmi ces défis-là, nous avons la question de la disponibilité en fait, des données que M. Préra vient d'évoquer. La disponibilité des données, elle est essentiellement liée à deux facteurs. Hein. Vous avez ceux qui fournissent les données et ceux qui demandent en fait les données. Alors, au niveau des big data, le défi majeur que nous avons, Thierry, tu peux passer à la diapo suivante, pour éventuellement l'utiliser, la disponibilité de ces données, c'est que premièrement, ce sont des données qui sont essentiellement limitées à une certaine population, c'est-à-dire à ceux qui ont essentiellement accès à l'outil informatique et qui l'utilisent de manière récurrente. Donc, ce sont ces populations-là qui vont pouvoir essentiellement fournir des données massives que nous pouvons utiliser dans le cadre éventuellement de nos évaluations ou qui ont accès à certaines technologies comme par exemple les téléphones mobiles, etc. Donc, c'est-à-dire que si cette disponibilité-là, la crainte qu'on a en tant qu'évaluateur, c'est de garder toujours à l'esprit ce biais-là que c'est cette population qui a accès à ces outils numériques-là, qui est concernée essentiellement par les big data ou qui sont dans un système où éventuellement on peut renseigner leurs informations dans un système informatique. Donc, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir disponibiliser en fait de ces données massives. Donc, il y a déjà un biais éventuellement lié à l'utilisation des big data, c'est que c'est vraiment ce facteur de disponibilité. Deuxième facteur également, c'est qu'on n'a pas de contrôle en fait en tant qu'évaluateur. Dans une évaluation classique, vous avez le contrôle sur le choix des échantillons et le choix des personnes qui vont être interviewées, des sources auprès desquelles vous collectez les données. Alors, si par exemple, nous voulons mettre en place une évaluation d'impact rigoureuse où nous avons par exemple une collecte des données qui se fait en deux phases avant, un ex ante et un ex post d'une politique publique, alors vous êtes sûr qu'aujourd'hui, ce dont vous avez utilisé les données sur la toile pour pouvoir vraiment faire l'évaluation, vous n'êtes pas sûr qu'éventuellement ces mêmes personnes seront encore disponibles et que ce sont les mêmes sources de données, puisqu'il y a la question même de l'accessibilité des données sur lesquelles je vais revenir encore. Donc, il y a également un problème majeur ici, en fait, lorsque l'on utilise des big data dans le cadre des évaluations des politiques publiques. Alors, l'autre éventuellement question essentielle sur lesquelles il faut retenir vraiment, c'est les défis liés à l'analyse en fait des big data. Je pense que Dewey a frôlé la question, mais je vais approfondir, prendre la balle au rebond pour approfondir en disant que ici, le problème, c'est que nous avons affaire à des données qui sont hors des données classiques auxquelles nous avons recours. Donc, voilà. Donc, pour les évaluateurs que nous sommes sur le terrain, qui sommes habitués à utiliser des logiciels spécifiques comme SPSS, Stata, pour l'analyse des données quantitatives, NVivo, etc., pour l'analyse des données qualitatives, analyser les big data, alors, nécessite de nouvelles compétences et de nouveaux outils que nous ne disposons pas forcément. Donc, puisque ce sont la structure même de ces données est différente des données classiques que nous utilisons. Donc, cela sous-entend qu'il nous faut éventuellement relever ces défis-là, de pouvoir non seulement nous approprier les nouveaux outils, mais également aussi maîtriser éventuellement la démarche d'analyse de ces big data-là qui sont totalement différentes et qui sont en phase de structuration et qu'il va falloir éventuellement aussi pouvoir relever ce défi-là. Et le dernier défi sur lequel je vais intervenir, c'est la question même de l'accès en fait à ces données-là. Comme on le sait, les données, ce sont des sources de pouvoir et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de lois éventuellement ou de règlements qui sont émis par les États, c'est vrai pour favoriser de certaines mesures l'accès à ces données, mais également pour protéger en fait les données à caractère personnel. Alors, donc, c'est un grand défi alors, de pouvoir vraiment accéder à ces données-là parce qu'on peut vouloir les utiliser dans le cadre d'une évaluation, mais autant plus qu'il faut qu'il y ait encore la libéralisation en fait, de ces données au niveau de nos États, surtout en Afrique francophone, pour nous permettre vraiment de pouvoir accéder à ces données-là et de pouvoir vraiment utiliser ça dans un cadre réglementaire, qu'il y ait une réglementation qui permet vraiment à l'accès à ces données-là dans le cadre de l'utilisation de ces données pour l'évaluation
des politiques publiques. Donc, voici essentiellement, Edoé, en tant que, de mon œil d'évaluateur, quelques opportunités et défis que je peux relever vraiment de l'utilisation de ces big data-là dans l'évaluation des politiques publiques. Merci beaucoup, Michel. Je pense que pour les évaluateurs qui sont connectés avec nous, une question qui se pose, c'est quels sont les outils dont on dispose aujourd'hui pour utiliser ces big data au-delà des défis et des enjeux qui se présentent là. Et nous aurons l'occasion d'ouvrir la discussion avec les participants pour répondre non seulement aux questions qui sont dans le chat, mais aussi pour prendre vos commentaires. Mais avant cela, je vais passer la parole à Déo, qui, comme on l'annonçait, est aussi initiateur d'un projet de traitement, d'analyse des données. Et Déo va pouvoir nous présenter un peu cette innovation qui donne un exemple des plateformes qui existent aujourd'hui pour aider à traiter les données d'une manière générale. Alors, Déo? D'accord. Oui, merci bien. Je pense que l'élément que nous abordons ici est suffisamment intéressant, mais également présente des défis majeurs pour la question de l'évaluation des politiques publiques. Et en tant que tel, la réflexion critique que moi, ensemble avec un groupe d'experts, on a mené, c'est de retourner à l'objectif fondamental en matière d'évaluation, qui est de pouvoir fournir des données probantes aux décideurs. Et ces données probantes, nous réussissons à les qualifier de telles lorsqu'on s'assure de la validité interne et de la validité externe des résultats que l'on produit. Et c'est là où nous avons pensé qu'il est opportun de faire un petit pas en arrière et d'exploiter la structuration extraordinaire des big data pour ramener ça dans le paradigme même de l'évaluation des politiques publiques. Ce qui sous-entend quoi? J'ai une politique publique, j'ai un problème. Déo, tu m'excuses, la connexion n'est pas très bonne. Tu peux peut-être fermer la vidéo pour améliorer la qualité du son. Donc, en tant que tel, ce que nous essayons de faire ici, c'est de pouvoir partir d'indicateurs précédemment connus, par exemple sur les ODD. Et une fois que nous avons ces indicateurs, nous savons aussi qu'il est possible pour nous de pouvoir anticiper sur la manière dont ces indicateurs seront renseignés. Et de façon un peu plus spécifique, nous nous sommes intéressés aux ODD et on a essayé de développer un système digitalisé qui va permettre de faire le suivi et collecter des données en temps réel pour renseigner tous les indicateurs des ODD à la fois. Et le système tel qu'il fonctionne consiste en fait à, dans un premier temps, identifier des zones d'intervention, c'est-à-dire des villages, des communautés, des ménages, des enfants, ainsi de suite. Et de façon périodique, des personnes vont auprès de ceux-là pour pouvoir collecter des données. On prend par exemple le domaine de la nutrition, on collecte des données de nutrition sur ces personnes. Au niveau des élèves, chaque mois, il y a évaluation, des données sont collectées. Si bien que le système en lui-même, qui est appelé le baromètre, génère de manière automatique des données qui sont là, disponibles, prêtes à être utilisées. Et afin de relever un peu ou de contourner un peu le défi qui est de rendre de manière systématique les données anonymes, en matière de données de big data, si les données sont anonymes, pour nous, en évaluation, par exemple, de données panel, ça ne nous arrange pas nécessairement parce qu'on veut pouvoir voir la mobilité du même sujet d'un point A à un point B. Et pour cette raison, en développant le système de suivi du baromètre, l'on a la possibilité donc de suivre un même individu, de savoir qu'il s'agit de cet individu dans le système, mais à l'entame
on le rend anonyme en n'affichant pas ses identifiants personnels, nom, prénom et autres, mais il y a l'identifiant généré par le système qui permet de suivre l'individu et donc ça nous aide à savoir de qui il s'agit. Et ça, c'est dans la perspective de la constitution d'une base de données énorme. Imaginez par exemple dans un pays où il y a 260 communes et que dans chaque commune, vous collectez pratiquement tous les mois de telles données sur l'état nutritionnel des enfants dans l'ordre de 500 enfants. Lorsque vous prendrez toutes les communes mises ensemble, vous commencez par passer à des tailles de 10 000, vous commencez par passer à des tailles de millions d'enfants. Et de la nutrition à l'éducation, au secteur de la santé, le système, puisqu'il est suffisamment stable, permet donc de générer des bases de données panel à fréquence régulière et ainsi, lorsque le moment vient pour que nous puissions faire de l'évaluation ou de l'évaluation de l'impact de certaines interventions, ces données se prêtent beaucoup mieux à éviter le phénomène du garbage in, garbage out, qui n'est rien d'autre que lorsque vous mettez des données de mauvaise qualité dans le dispositif d'analyse, à la sortie, on ne s'attend pas à autre chose si ce n'est simplement des résultats biaisés. Donc, le système, le baromètre que nous proposons et qui de plus en plus est en train de faire école, essaye donc de résoudre un peu le défi des données non structurées qui nous sont proposées en général par les big data classiques, Facebook, les WhatsApp et tout le reste. Et donc, en procédant ainsi, nous espérons pouvoir mieux contribuer par l'évaluation à répondre aux questions ou à l'atteinte de l'agenda 2063, à répondre aux objectifs de 2030 à travers les ODD. Et je pense qu'ensemble avec CLEAR, avec 3IE, avec un certain nombre de parties prenantes majeures, la Banque mondiale, GI, des réflexions sont en cours, des analyses sont en cours pour voir comment tirer le meilleur des big data dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Merci bien, Edoué. Je te laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup. Nous aimerions à cette étape-ci ouvrir le débat à discussion avec les participants. Donc, vous nous avez écouté jusque-là les présentations des différents panélistes qui ont pu préciser ce que c'est que les big data et leur application possible avec leurs défis et opportunités dans le domaine du suivi et évaluation. La discussion est ouverte maintenant aux participants. S'il y a des intervenants parmi vous qui veulent prendre la parole pour apporter des compléments d'information, vous pouvez le faire. Je vois une main levée. Ok, les participants, Sally, je voulais juste, il y a une slide que j'ai oublié de présenter. Juste dire aux participants qu'il existe en fait des outils en ligne. Thierry, tu peux aller à la slide suivante. Voilà, il existe certaines plateformes en ligne qui encouragent en fait l'utilisation des big data dans l'évaluation et également dans les innovations. Donc, on pourra partager les liens avec vous que vous pourrez éventuellement consulter à-dessus en fait de la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Si le temps nous le permet, nous allons revenir sur ces exemples précis, y compris l'exemple du baromètre qui a été mentionné tout à l'heure par M. Déo. Mais compte tenu du temps imparti, j'aimerais quand même ouvrir la parole. Monsieur Yann. Bonjour, Yann de Dakar. Non, je voulais attirer l'attention, d'abord, félicitations pour les bonnes présentations. Je ne suis pas expert en la matière, mais je voulais attirer l'attention sur une très bonne session organisée la semaine passée par l'American Evaluation Association qui a parlé un peu des mêmes questions, n'est-ce pas? Et une des conclusions de cette session,
comme il a été déjà dit, les spécialistes en évaluation doivent dialoguer avec des spécialistes en big data, en données, n'est-ce pas? Justement, pour avoir ce croisement de perspectives et de méthodes, n'est-ce pas? Les facteurs de biais que Michel a soulevés ont été vraiment fortement soulignés, n'est-ce pas? Et le fait aussi que tous ces big données ne sont pas organisés selon certaines questions d'évaluation qui posent vraiment un problème de comment utiliser ces données sans avoir des facteurs de biais explicites ou implicites qui entrent dedans. Peut-être une autre chose qui a été soulevée, et c'était au-delà de la discussion d'aujourd'hui, c'est la question de l'imagerie de satellite et tout ça, la façon dans laquelle parfois on tire des conclusions sur les bien-être des communautés par des images de satellites qui regardent les toits en tôle ondulée, par exemple, comme un indicateur de richesse, et la nécessité de vérifier et de valider ce genre d'informations par une vision du terrain plus proche de la réalité, de ne pas s'appuyer sur une seule source d'information pour tirer un certain nombre de conclusions. Et les éléments d'éthique et d'accès ont été également soulevés. Donc, tous ces débats montrent un peu l'importance du sujet et je félicite Claire d'avoir mis toutes ces questions sur la table et que le débat continue. Merci. Merci beaucoup, Yann. Je vois aussi la main levée de M. Eloy Gouro. Alors, il y a quelques questions. M. Samuel Kwaku. Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, je vous entends. Oui, nous vous entendons. Je voudrais vraiment remercier les panélistes et surtout vraiment pour l'importance du thème qui a été développé. Je voudrais savoir si l'utilisation de Big Data qui peut, n'est-ce pas, être collectée à distance ne sont pas en tout cas une opportunité pour les évaluations en situation de crise de fragilité et particulièrement dans les évaluations en cette période de COVID-19. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Samuel. Si je comprends bien, c'est plutôt un commentaire plutôt qu'une... c'est plutôt un commentaire qu'une question. Hein, non, c'est une question. Je me demande en fait, vu, n'est-ce pas, la facilité de collecte des données par les outils, n'est-ce pas, du Big Data, est-ce que les nouvelles approches méthodologiques ne pourront pas utiliser, n'est-ce pas, ces données-là en situation de crise ou bien de Covid, où on nous demande de faire les collectes à distance? OK. Donc, la question, c'est les nouvelles méthodes d'évaluation, comment est-ce qu'elles peuvent utiliser ces données en période de crise lorsqu'on est confronté à la situation de collecter les données à distance. D'accord, nous retenons cette question. Il y a aussi quelques questions dans le chat. Comment peut-on accéder au Big Data gratuit ou payant? Est-ce qu'il y a au niveau de l'Afrique francophone des dispositifs qui permettent de valider la légalité des données collectées? Il s'agit là de quelques questions qui sont dans le chat et que je vais laisser le soin aux panélistes de répondre. Peut-être on va commencer par Déo. Est-ce que tu voudrais apporter quelques réponses à ces questions? Merci bien, Edoé. Je crois que l'une des questions qui me frappe un peu ici, c'est aussi cette question accessibilité, gratuité ou payant. Je pense qu'il y a des données aujourd'hui disponibles. Leur accessibilité est toujours conditionnelle. Si ce n'est des données qui sont juste gratuites, vous pouvez y aller. Il vous faudra à tout moment et n'importe comment, surtout si vous êtes dans le domaine de l'évaluation, retourner à la question de la validité de votre base de données. Et donc, cela fait appel à un effort d'appurement des données convenables pour s'assurer que ces données reflètent réellement la dynamique temporelle, la représentativité en termes de taille d'échantillon, mais également en termes de composition des échantillons avant d'aller vers l'analyse. Parce que quand nous parlons de big data, on est au premier degré de l'évaluation, on est au degré des données. Ça ne résout pas encore
l'ensemble du défi de l'évaluation. Et donc, je crois que nous, en évaluation des politiques publiques, nous saisissons cette opportunité des big data, mais on a besoin de contextualiser ces big data pour qu'elles puissent satisfaire les exigences et normes scientifiques requises afin qu'on produise des données probantes et non, j'allais dire, juste d'autres formes d'opinion. Donc, voilà un peu. Et c'est ça qui fait que j'appelle véritablement à développer des plateformes, des systèmes plus adaptés à l'évaluation, mais répondant à la belle et grande logique des big data. Merci. Je laisse donc la parole aux autres panélistes. Merci. Michel, pour répondre à la question de M. Salimiel tout à l'heure, est-ce que les big data peuvent servir en contexte de crise à partir des méthodologies, des nouvelles méthodologies d'évaluation à répondre aux défis évaluatifs? Oui, Edoué, merci beaucoup. Merci à Samuel Kwaku pour cette question-là. Effectivement, de plus en plus, les nouvelles technologies dont nous disposons nous permettent de disposer de certaines données qui peuvent éventuellement être utilisées dans le cadre des évaluations, surtout en matière de crise COVID, par exemple. Comment dirais-je? Je prends par exemple, si vous prenez par exemple, comment on appelle ça, dans le cadre du COVID, il y a des vaccins qui ont été développés et tout le monde sait combien ces vaccins-là ont fait polémique sur les différents réseaux. Okay? Donc, à travers juste les opinions exprimées sur les données, sur les réseaux sociaux, vous savez qu'avec Twitter, vous avez des applications qui vous permettent, par exemple, de télécharger, par exemple, les discussions ou tous les tweets qui ont été émis dans une région spécifique. Donc, vous pouvez aller télécharger ces données massives-là et utiliser des mécanismes d'analyse qui vont permettre, par exemple, d'analyser, par exemple, l'acceptation ou la non-acceptation, par exemple, de ces vaccins sur une région bien spécifique ou l'opinion que les gens ont de ce vaccin-là sur une région bien spécifique dans le cadre des évaluations que vous menez, par exemple, dans le cadre, par exemple, de la riposte du COVID. Donc, effectivement, c'est possible, mais comme quelqu'un l'a si bien exprimé, Yann l'a si bien dit, le problème, c'est que généralement, les big data ne sont pas organisés selon nos questions d'évaluation. C'est des données qui sont disponibles. Maintenant, il faut s'assurer éventuellement que ces données que nous allons, auxquelles nous allons recourir vont permettre éventuellement de répondre à des questions d'évaluation bien précises. Alors, donc, il y a une autre question sur laquelle je voudrais réagir, qui a été posée plusieurs fois par les... je pense qu'il y a au moins 3 personnes qui ont posé la question. C'est de savoir, est-ce que réellement, nous avons déjà participé à des évaluations où des données massives ont été utilisées? Alors, donc, de manière indirecte, oui. Le Clear FA, dont je fais partie de l'équipe, a réalisé une évaluation il n'y a pas longtemps avec comment on appelle ça, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, dans le cadre du programme d'appui à la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Et dans comment on appelle cette évaluation, ça concernait un projet d'assurance qui assurait en fait les produits en fait de la production du coton et du maïs dans certaines régions du Sénégal. Et vous allez voir par exemple que dans le cadre de ce projet, par exemple là, alors pour pouvoir fixer en fait la prime d'assurance en fait aux paysans pour la saison qui débutait, en fait, le projet utilisait des données satellitaires. Donc, ce sont des satellites qui, en fait, disposent des données sur un certain nombre de périodes, qui vont faire des analyses, en fait, et émettre des prévisions, en fait, comment on appelle ça, météorologiques, qui vont permettre, par exemple, de pouvoir fixer la prime que le paysan doit payer pour pouvoir par exemple, bénéficier de l'assurance agricole, de cette assurance-là. Alors, nous, en tant qu'évaluateurs, lorsqu'on était sur le terrain, nous avons eu les données satellitaires et les prévisions qui nous ont été fournies, mais en plus de cela également, il y avait des pluviomètres au sol qui mesuraient en fait la quantité d'eau réelle ou les risques climatiques réels qui ont été captés sur la période durant laquelle les paysans étaient assurés. Et c'est de la triangulation de ces données-là qui nous ont permis, en tant qu'évaluateurs, de pouvoir voir un peu la limite, en fait, de l'utilisation de ces big data dans la prévision, comme M. Préda l'a bien mentionné ici, et d'où la nécessité éventuellement de pouvoir aller toujours vers une optique de triangulation. Donc, effectivement, c'est des choses qui sont réelles, qui sont aujourd'hui utilisées dans le domaine de l'évaluation. Donc, voici, Edoué, c'est cette fenêtre-là que je voulais ouvrir pour ceux qui posaient la question si on avait déjà participé à des évaluations où ces big data sont présents. Donc, juste pour pouvoir fermer cette fenêtre-là. Merci.
Oui, merci beaucoup, Michel. Il y a d'autres, pour aller dans le même sens, comme ça a été annoncé tout à l'heure par Michel, on a une liste d'initiatives qui sont en cours, hein, et pour favoriser l'utilisation des Big Data et l'accès aux Big Data dans le monde, et qui sont présentées dans les PowerPoint que nous allons pouvoir partager avec vous. Il y a par exemple la plateforme CGR for Big Data for Agriculture, qui est une plateforme qui permet d'utiliser les Big Data pour l'évaluation dans le domaine de l'agriculture, par exemple, qui est un des exemples qui sont mentionnés. Il y a l'initiative donc, par exemple, c'est ce que vous voyez à l'écran. Il y a le CGR Big Data Platform. C'est accessible en ligne. Il y a une évaluation qui a été faite de cette plateforme pour montrer justement son applicabilité dans le secteur de l'agriculture. C'est accessible en ligne. Il y a l'OpenStreetMap qui est aussi une plateforme de géolocalisation par lesquelles vous pouvez avoir accès à des cartographies très précises de zones dans lesquelles vous voulez faire des évaluations pour avoir un certain nombre d'informations et que vous pouviez utiliser dans des processus évaluatifs. Il y a l'initiative UN Global Pulse que j'avais mentionné tout à l'heure, qui dispose d'un certain nombre de laboratoires répartis dans le monde et qui fournit un certain nombre d'outils pour la collecte et l'utilisation des données de Big Data. Il y a notamment le lab qui est basé en Ouganda, qui propose un certain nombre d'outils qui peuvent être potentiellement exploités. Donc, il y a des initiatives de ce genre-là qui existent, en plus de ce qui a été cité précédemment par monsieur qui a été cité précédemment dans le domaine spécifique des Big Data. Alors, il y a encore des questions dans le chat. On ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais je voudrais quand même en prendre deux. Une des questions, c'est le Big Data n'accepte-t-il pas la problématique de la protection des données à caractère personnel? J'invite M. Pereira à répondre à cette question et j'invite les panélistes à apporter des réponses par écrit aux différentes questions qui sont mentionnées dans le chat, à défaut de pouvoir répondre à toutes ces questions oralement. Alors, M. Pereira, vous aviez la parole. Oui, merci. Je vais essayer de répondre donc à la question par rapport aux données à caractère personnel. Je ne retrouve pas la question dans le chat. Vous l'avez mis dans le résolu ou bien non? La question, c'est est-ce que les Big Data est-ce que les Big Data n'exercent pas la problématique de la protection des données à caractère personnel? C'est une question qui a été posée par Yao, Roger, Modeste, Ok. Les Big Data n'exercent-ils pas la problématique de la protection des données à caractère personnel? En fait, ici, je pense que eh bien, c'est assez complexe, je dirais, à ce niveau-là. Hein. Parce que là, on est dans la collecte. Bon, dans la collecte des données, je dirais que c'est pas. Le problème reste entier par rapport à la protection des données personnelles. On ne peut pas le résoudre voilà, directement. C'est-à-dire que ça ne fera que l'amplifier, en fait. C'est-à-dire que c'est la collecte. Tous ces systèmes-là qui existent, quand on est dans une phase dans un environnement numérique, en fait, voilà, dès qu'on est dans un environnement numérique où l'utilisateur a la possibilité de contribuer, à partir du moment où on passe ce qu'on appelle Web 2.0, où maintenant c'est les internautes qui contribuent, qui amènent du contenu, etc., qui donnent des informations sur leurs activités, etc.
le problème des données à caractère personnel reste entier. Donc, il faut mettre en place des réglementations en fait, par rapport à ça pour pouvoir protéger les données des personnes, mais aussi ça ne fera, de toute façon, oui, la collecte ne fera qu'amplifier le problème. Donc, il faudra toujours trouver des moyens voilà, pour protéger les personnes. Merci beaucoup, M. Prera. Je renvoie la question peut-être à Michel. Est-ce que tu as des compléments de réponse à ce qui vient d'être dit? Non, Edoé, je pense que M. Prera a quand même abordé la question. Donc, je peux peut-être laisser à Déo s'il veut ajouter quelque chose. Oui, merci bien. Je pense que les mêmes défis que nous avons depuis toujours par rapport aux données vont se poser et se posent toujours. Hein. La question de la protection des données à caractère personnel, la question de la validité de ces données, la question même des erreurs de réponse, parce que parfois, les questions de la qualité en termes de type de réponse, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être d'un certain âge vont répondre qu'ils ont un autre âge. Ce n'est pas des défis qui sont là, qu'on a toujours connus avec les données et qu'on connaîtra davantage parce que les big data n'ont pas nécessairement de figure. Et c'est ça, pour nous en évaluation, c'est des contraintes que nous devons maintenant essayer de répondre, d'aborder avec tout le sang-froid nécessaire, en saisissant l'opportunité qu'il y a dans les big data. Et c'est ce que le baromètre essaie de faire d'ailleurs. Merci bien. Oui, merci beaucoup, Déo, pour cette réponse, parce que je pense que ça répond aussi à une autre question qui a été posée dans le chat. Comment les big data prennent en compte la fiabilité des données dans un projet? Et comme vous l'aviez dit, les big data sont générés de manière automatique. La question de la fiabilité est prise en charge plutôt au niveau de la validité de l'analyse, puisque les données sont générées de manière spontanée, de manière automatique. Merci beaucoup pour cette précision. Nous allons, compte tenu du temps imparti, faire revenir au panel et inviter les panélistes à la suite de cette discussion que nous avions eue, partager avec nous quelques recommandations clés ou quelques conseils clés qu'ils voudraient bien adresser aux évaluateurs ou aux acteurs du milieu de l'évaluation en ce qui concerne l'utilisation des big data dans le domaine de l'évaluation. Alors, à cet effet, je vais faire le tour de table dans le sens inverse. Je vais donner d'abord la parole à M. Déo. Merci bien, cher Edoé. Merci à tous les participants. En ce qui me concerne de ma perspective d'évaluateur d'impact des politiques publiques, je pense que la révolution des données est une forme d'opportunité extraordinaire pour notre fonction. C'est aussi une forme d'opportunité extraordinaire pour relever un peu plus vite le défi du développement. Toutefois, il y a lieu de faire attention à la qualité de ces données et de s'assurer que le continent africain, les universités francophones notamment, sont prêtes et forment des compétences capables non seulement de traiter ces données, mais aussi et surtout de pouvoir les analyser, faire parler ces données-là. Et c'est en ça que je vais donc inviter nos politiques à engager les transformations institutionnelles nécessaires pour asseoir un environnement d'utilisation des données, des big data qui ne crée pas la peur, mais qui ose y aller, et inviter les autorités qui interviennent dans le domaine de la formation des cadres à très rapidement opérer les ajustements du curricula qui sont nécessaires afin que l'environnement ou bien les compétences francophones de l'Afrique ne soient pas du reste,
quand il s'agira d'entrer dans l'ère véritable de l'utilisation des big data pour orienter les politiques publiques, les programmes et projets de développement. Merci bien, Edoué. Je laisse la parole aux autres panélistes. Merci, Michel. Ben, merci beaucoup, Edoué, pour la parole. Alors, je vais aller dans le même sens que mon collègue Déo pour dire qu'éventuellement, les big data aujourd'hui présentent vraiment une source inespérée, en fait, d'innovation, mais aussi éventuellement de création de nouvelles approches en matière d'évaluation. Ça représente des sources inespérées de données, comme je l'ai bien expliqué, à des échelles territoriales plus élevées que nous aurons pu avoir si nous nous concentrons seulement sur l'analyse des échantillons, comme nous le faisions dans le cadre éventuellement des évaluations des politiques publiques. Donc, c'est vraiment des évaluations en temps réel, des données en temps réel, mais sur des populations plus élevées. Donc, ça, c'est vraiment une source de richesse pour nous en tant qu'évaluateurs et qui ouvre vraiment des voies pour de nouvelles perspectives en matière d'évaluation. Alors, mais comme on l'a dit aussi, d'un côté, il y a cette opportunité-là, mais il y a aussi les risques liés à l'utilisation des big data. Donc, d'où la nécessité, par exemple, que dans les pays francophones, c'est dans le monde de l'évaluation, que nous allions vers le développement de nouvelles ingénieries en matière de renforcement des capacités qui intègrent cette nouvelle donne-là qui sont les big data dans la formation et le renforcement des évaluateurs et surtout, je fais un clin d'œil ici aux évaluateurs émergents qui sont vraiment très, très prisés, qui prisent essentiellement les outils, les nouvelles technologies et qui en raffolent de ces nouvelles technologies-là, de se lancer vraiment dans cette fenêtre-là qui est vraiment une fenêtre d'opportunité pour nous en tant qu'évaluateurs et de renforcer nos capacités pour pouvoir répondre. Et je lance aussi l'appel aux clients, pourquoi pas, à l'issue de cet webinaire, d'aller vers le développement, pourquoi pas, d'un séminaire de formation sur l'utilisation des big data, par exemple, dans l'évaluation des politiques publiques. Alors, pour terminer, je dirais également que c'est vrai, c'est une source d'opportunité, ça nécessite une adaptation, mais également, il faut comprendre aussi un peu pourquoi nos États sont de plus en plus réticents quant aux politiques d'ouverture des données, parce que disposer des données et des big data aujourd'hui sous-entend que vous avez la clé pour analyser et comprendre, par exemple, comment fonctionne ou résonne une population. Et c'est là, une fois que vous avez la clé, ça peut être également utilisé aussi à des fins de manipulation de masse. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer, par exemple, les questions de fake news aujourd'hui qui font des ravages sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment aussi un côté pervers aussi à ces données massives qui sont disponibles et qui sont exploitées. Donc, il va falloir éventuellement aussi qu'il y ait de la réglementation et qui encadre tout cela et qui nous favorise vraiment une utilisation optimale de ces données-là. Donc, c'est sur ce que je termine et merci à tous pour votre participation. Merci aux clients pour l'opportunité aussi. Merci beaucoup, Michel, pour ce mot conclusif. Monsieur Priera. Oui, merci. J'en profite aussi pour remercier tous les participants. Donc, moi, pour conclure, je dirais en fait qu'il faut continuer la vulgarisation en fait de toutes les technologies qui tournent autour des big data. Parce que en fait, les données sont, disons, un outil essentiel ou plutôt une matière première essentielle au développement de nos pays. Je pense qu'il y a énormément, comme l'a souligné le Dr Ouedraogo, énormément de richesses. Donc, on devrait quand même pouvoir, je pense qu'il faut essayer de voir de l'aspect positif, comment tirer parti en fait de toutes ces données pour contribuer au développement de nos pays. Donc, pas uniquement pour les politiques d'évaluation, pas uniquement pour l'évaluation des politiques plutôt, mais uniquement dans d'autres domaines. Donc, il y a pas mal d'applications possibles des big data. Donc, voilà, donc il faut vulgariser, continuer à vulgariser toutes les technologies qui tournent autour des big data, tout en, bien sûr, prenant soin, bien sûr, de tout ce qui est lié à la protection de ces données-là. Puisque quand vous êtes dans une logique de numérisation, il est plus facile, en fait, de se faire voler des données numériques que des données sur papier ou sur d'autres supports. Donc, il y a comment dire, côté positif et
côté négatif quand on va dans la généralisation de la numérisation. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Et je remercie tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pereira. À présent, je voudrais vraiment remercier tous nos participants qui sont restés avec nous. On a débordé un peu dans le temps, mais vous êtes restés nombreux à nous suivre jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Et nous espérons vraiment que ce webinaire vous a permis à susciter davantage votre intérêt à la question de l'utilisation des Big Data dans le domaine de l'évaluation. Et comme les panélistes nous l'ont fait remarquer, les Big Data, ça représente aujourd'hui une très grande opportunité pour analyser les politiques publiques, pour analyser les politiques de développement et arriver à des décisions beaucoup plus efficaces parce qu'il s'agit de données en temps réel, des données qui sont disponibles en grande quantité, des données qui peuvent être produites à une grande vitesse et qui permettent de dépasser certaines des contraintes liées à la collecte traditionnelle des données. Mais cela dit, il y a encore beaucoup de défis, notamment en matière de protection de l'anonymat dans le cadre du traitement de ces données, de droit d'accès à ces données qui, dans un certain nombre de cas, coûtent très cher et qui peuvent être au-delà des capacités d'un simple évaluateur. Et puis, il y a des défis liés à la capacité d'analyse et d'utilisation de ces données. Et donc, il faut développer des programmes de renforcement des capacités qui permettent aux évaluateurs de pouvoir utiliser ces données pour informer la prise de décision en matière de politique de développement et de politique publique. C'est donc avec beaucoup de plaisir et de sentiment de reconnaissance que je voudrais remercier tous les panélistes qui nous ont nourris à travers leur réflexion. Monsieur Pereira, merci beaucoup. Monsieur Ndolo et ainsi que Monsieur Ouedraogo au cours de cette discussion. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain webinaire, le webinaire 7 qui aura lieu dans à peu près 3 mois. Et nous allons partager la vidéo, l'audio de ce webinaire, l'enregistrement de ce webinaire à toute la communauté. Nous vous invitons aussi à vous connecter à travers notre site web, le ClearFA, pour avoir accès à notre newsletter dans lequel vous aurez une synthèse de la discussion qui a eu lieu aujourd'hui. Et comme je l'ai annoncé au début, si vous aviez des idées de thématiques que vous voudrez partager, sur lesquelles vous voulez avoir des discussions avec la communauté, sentez-vous libre de nous contacter, de suggérer cette thématique et nous nous ferons le plaisir de vous aider à organiser un webinaire autour de cela. Cela dit, ça a été un véritable honneur pour moi de passer ces quelques minutes avec vous et je vous souhaite à tous et chacun une très bonne journée ou une très bonne soirée pour ceux qui sont dans des zones où la nuit est déjà tombée. Merci beaucoup à vous tous et au plaisir de vous retrouver dans notre prochain webinaire. Merci Edoué, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.